On y est. La finale. Maroc-Sénégal. Celle que tout un continent attendait. L'affiche de rêve, clairement. Sur le papier, c'est le choc des titans pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Mais en épluchant la presse du jour, ce qui nous a vraiment interpellés, c'est que le match, il a déjà commencé. Pas oui, et pas sur le terrain. Pas du tout. Il se joue dans les communiqués officiels, dans les conférences de presse et même sur le quai d'une gare à Rabat. C'est exactement ça. On a d'un côté la promesse d'une apothéose sportive, les deux meilleures équipes africaines au classement FIFA face à face, Oui. le Maroc, pays hôte qui court après ce titre depuis 1976, et puis le Sénégal, une machine à finale ces dernières années. Et de l'autre côté, on a ce drame en coulisses qui est en train de prendre des proportions assez folles. Bah oui, C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. On a sur la table une compilation d'articles marocains, sénégalais, internationaux, tous datés d'aujourd'hui, 17 janvier 2026. On est à 24 heures du coup d'envoi. pile au bon moment. La mission, décortiquer cette opposition de style sur le terrain, bien sûr, mais surtout comprendre cette guerre psychologique qui a éclaté et voir ce qu'elle nous dit de l'enjeu réel de ce match. C'est bien plus qu'une simple coupe à gagner. C'est le point culminant d'un tournoi qui jusqu'ici avait été un sans faute en termes d'organisation, et là, soudain, à la dernière minute, cette friction apparaît. C'est fascinant. Ça l'est, parce que ça touche à la relation complexe entre ces deux nations qu'on dit frères, mais dans la rivalité sportive, là, atteint un point d'incandescence. Alors, commençons par le plus simple, enfin, en apparence, le football. Une finale totalement inédite dans l'histoire de la CAN. Sur le plan sportif, ça donne quoi? Franchement, sur le papier, c'est presque un cliché de film de sport. D'un côté, on a la forteresse marocaine. La défense de fer. La défense de fer des Lions de l'Atlas, oui. Orchestrée par Walid Regragui, ils n'ont encaissé qu'un seul et unique but depuis le début de la compétition. Un seul but. C'est fou. Un seul. C'est une machine à clean sheet, une équipe qui sait souffrir, d'une solidité tactique impressionnante, voilà. Et en face, c'est l'exact opposé. Les Lions de la Teranga, c'est le rouleau compresseur offensif. C'est ça. 12 buts marqués. C'est une équipe qui semble capable de marquer à tout moment, contre n'importe qui. On a vraiment la force tranquille contre l'objet inarrêtable. C'est une bonne image. Le Maroc, c'est le collectif. Regragui a bâti une équipe où le travail défensif commence avec les attaquants. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de talent individuel. Loin de là. Ah non, Brahim Diaz. Brahim Diaz, c'est la révélation du tournoi. 5 buts, il est dans une forme étincelante. Et le leadership d'Achraf Hakimi sur son côté droit est juste fondamental. C'est une génération qui a l'expérience du très haut niveau, la Coupe du Monde notamment. Et en face, le Sénégal de Pape Thiaw. Ce n'est pas une surprise de les retrouver là, c'est leur 3e finale sur les 4 dernières éditions. C'est hallucinant. Cette régularité, c'est juste. Ça en dit très long sur la force mentale et la structure de cette équipe. Ils ont une culture de la gagne qui s'est installée. Et pour eux, l'enjeu est décuplé par un facteur émotionnel très puissant. Sadio Mané. Exactement. Toutes les sources sénégalaises le mettent en avant. C'est la dernière CAN de la légende Sadio Mané. La dernière danse. Voilà. Son coéquipier Moussa Niakhaté l'a dit sans détour en conf de presse. On doit gagner pour Sadio. L'idée de lui offrir ce trophée, c'est un moteur psychologique énorme pour tout le groupe. C'est fascinant cette opposition de style, d'histoire. Mais si on enlève l'émotion une seconde, les stats bruts, les chiffres froids, est-ce qu'un favori se dégage vraiment? C'est une bonne question. Alors si on écoute le supercalculateur d'Opta, qui a analysé des milliers de scénarios, il donne un très léger avantage au Maroc, 55% de chance de victoire. À cause du facteur domicile, j'imagine? Probablement oui. L'historique des confrontations directes va aussi dans ce sens. Sur 32 matchs, on a 18 victoires pour le Maroc, 6 pour le Sénégal. Mais on signale. Et les statistiques, dans ces moments-là, volent souvent en éclats, surtout quand l'ambiance devient électrique. Tout à fait. Et c'est là qu'il faut qu'on bascule. Quittons le terrain, allons voir les coulisses, parce que c'est là que tout s'est joué ces dernières 24 heures, avec ce fameux communiqué. Le communiqué de la Fédération sénégalaise de football. Une véritable bombe médiatique. Une bombe, oui. Un texte très dur, très direct, qui dénonce de graves dysfonctionnements dans l'accueil de leur délégation. Le point le plus spectaculaire, c'est leur arrivée à la gare de Rabat-Agdal. Oui, la FSF parle d'une absence manifeste de dispositifs de sécurité adéquats. Et le sélectionneur Pape Thiaw a lâché en conférence de presse des mots d'une gravité rare. Il a dit « Les joueurs étaient en danger, c'est inadmissible ». Attends, ce qui me surprend le plus ici, c'est le timing. Pourquoi sortir ça à 24 heures du match? Si les problèmes étaient si graves, ils auraient pu le faire bien avant. Le moment choisi pour publier, ce n'est pas ça en soi le message principal.
C'est tout le cœur de l'analyse. Le timing n'est évidemment pas anodin. Le faire la veille de la finale, ça maximise l'impact médiatique et ça met une pression colossale sur le comité d'organisation marocain. Bien sûr. Mais là où ça devient absolument sidérant, c'est quand on compare ce communiqué avec d'autres sources. Un reportage du RFI, par exemple, diffusé quasiment au même moment, qui décrit une scène radicalement différente. C'est ça qui est fou. On a l'impression de lire deux réalités parallèles. Comment c'est possible à notre époque, avec des dizaines de smartphones qui filment chaque seconde? C'est la question essentielle. Le journaliste de RFI sur place, lui, il parle d'une équipe escortée par un cordon de sécurité sous pression, mais qui atteint son bus en 2 minutes. 2 minutes. Voilà. L'ambiance sonore du reportage, c'est celle d'une foule fervente, mais pas d'une émeute. Du coup, on a la version sénégalaise d'une mise en danger et une version journalistique d'une gestion sous tension mais maîtrisée. Ça en dit long sur la polarisation du débat. Ça nous dit que même un fait observable, comme une arrivée en gare, devient une question d'interprétation, une question de camp. Et ce n'était que le début. Le communiqué liste d'autres bisbilles, comme ils les appellent. Oui, c'est une accumulation. Il y a le refus catégorique de s'entraîner au complexe Mohamed VI. Le camp de base du Maroc. Exactement. Officiellement, pour une question d'équité sportive. Il y a aussi le fait qu'ils affirment avoir dû protester pour obtenir un hôtel 5 étoiles à Rabat, jugeant celui proposé indigne. Et enfin, le nerf de la guerre. Les billets. Toujours les billets. Les billets pour les supporters, oui. La FSF se plaint d'une dotation trop faible et de restrictions sur les places VIP. Ils estiment que ça vise à minimiser le soutien de leur 12e homme. Chaque point pris isolément pourrait être un simple couac logistique. C'est ça. Mais mis bout à bout, dans un communiqué officiel la veille de la finale, l'intention est claire. Ce qui nous amène à la question à 1 million dong. Assiste-t-on à de vrais manquements organisationnels, ce qui serait surprenant dans un tournoi jusqu'ici impeccable, ou est-ce une stratégie de déstabilisation parfaitement orchestrée? La vérité est sûrement quelque part entre les deux. Il y a sans doute eu des frictions logistiques réelles, mais la manière de les mettre en scène, ça relève de la stratégie psychologique pure. Et cette stratégie, on l'a vu se déployer dans les conférences de presse. C'est devenu le vrai terrain de jeu. Complètement. D'un côté, Walid Regragui, le sélectionneur marocain, il a semblé d'un calme olympien face à la polémique. Sa communication, c'était un cas d'école. Il n'a pas éludé la question de la pression. Au contraire, il l'a embrassée. Il l'a retourné à son avantage. Exactement. Il a dit, et je le cite, « Le Maroc est l'équipe qui a la pression, il joue à domicile », mais il a tout de suite enchaîné en disant que techniquement, le match était à 50-50, mais que grâce au public, ça devenait 51% pour nous. Et il a lancé cet appel incroyable aux supporters. 200 décibels dans le stade. Ouais, il transforme la pression en carburant. C'est très fort. Et il a aussi beaucoup joué la carte de l'apaisement, de la fraternité entre les deux peuples. C'était une manière de dire « Calmez-vous, ce n'est que du football ». C'était très habile. Il a raconté cette anecdote personnelle sur ses voisins sénégalais quand il a grandi en France, et il a conclu avec cette phrase qui a été reprise partout. On est fâché jusqu'au coup de sifflet final, mais à la fin, on est frères. Il délimite le terrain de la rivalité. Voilà. Il la place dans un cadre très strict, le rectangle vert, et pour 90 ou 120 minutes. Pas un instant de plus. C'est une façon de désamorcer la charge émotionnelle du communiqué sénégalais. Et à l'inverse, Pape Thiaw, le coach sénégalais, a choisi de remettre une pièce dans la machine. Ah oui. Lui, il a adopté la stratégie diamétralement opposée. Et c'est ça qui est passionnant. Il ne cherche pas à apaiser, il utilise le conflit. Il est en train de forger une mentalité de siège pour son équipe. Le fameux « seul contre tous ». C'est exactement ça. Le message sous-jacent, c'est « Regardez, nous sommes seuls contre tous. On nous met des bâtons dans les roues. Ils ont le public, l'organisation, mais nous, on a notre fierté et notre talent. » C'est un pari, non? Soit ça galvanise complètement ton équipe, soit ça ajoute une pression négative qui peut la faire craquer. C'est un pari très risqué. Un grand classique du management sportif. Soit tu crées un groupe de soldats prêts à mourir ensemble sur le terrain, rendus invincibles par l'adversité. Soit ils s'effondrent. Soit tu les crispes, tu leur fais porter un poids qui n'est pas leur et ils s'effondrent au moment clé. Pape Thiaw, lui, a choisi de transformer ses problèmes en motivation. Son discours, c'est « On va gagner pour nous et pour Sadio Mané, malgré tout ce qu'on nous fait subir ». C'est un levier d'une puissance redoutable. On le voit bien, cette finale a complètement débordé du cadre sportif. C'est devenu un événement national, en tout cas au Maroc. On a trouvé un détail dans les sources qui, pour moi, résume tout. Le report des examens nationaux. C'est ça.
Exactement. Le ministère de l'Éducation nationale marocain a officiellement décalé des examens pour qu'ils n'aient pas lieu en même temps que la finale. C'est énorme. Quand un pays commence à changer son calendrier scolaire pour un match de foot, on n'est plus dans le sport là. On est dans le fait de société. C'est le signe que l'événement a atteint une dimension quasi sacrée. Mais il faut noter, pour être juste, que les appels au calme et à la fraternité ne viennent pas que du côté marocain. C'est important de le préciser. Oui, pour équilibrer le récit. Le ministère sénégalais des Affaires étrangères a aussi publié un communiqué, beaucoup plus diplomatique celui-là, parlant d'une célébration de la fraternité. Et il y a même Akon, la star internationale, qui est sur place. Oui, il a donné des interviews pour rappeler l'amitié historique entre les deux pays. On a donc cette double narration qui coexiste. D'un côté, le champ de bataille médiatique et psychologique entre les deux fédérations. Et de l'autre, le discours diplomatique et culturel qui essaye de maintenir le lien. C'est ce contraste qui rend la situation si complexe. Et pendant que tous les regards sont braqués sur ce drame, il s'est quand même passé des choses concrètes sur le terrain. Oui, il ne faut pas l'oublier, le match pour la 3e place a eu lieu. C'est le Nigeria qui a battu l'Égypte au tir au but. D'accord. Et surtout, une information institutionnelle majeure a été annoncée par le président de la CAF. La Confédération africaine de football. Précisément, Patrice Motsepe a annoncé la fin du CHAN. Ah oui, le championnat d'Afrique des Nations. Le tournoi réservé aux joueurs évoluant dans les championnats locaux, oui, c'était une compétition importante pour mettre en valeur les talents du continent. Et ça va être remplacé par... Oui, en 2029, par une nouvelle Ligue des Nations africaines. C'est la fin d'une époque et le début d'une nouvelle stratégie pour le football de sélection en Afrique. Une page se tourne. En résumé, si on se projette à demain, on a une finale de rêve sur le papier, une opposition de style parfaite, mais on a surtout ce drame psychologique en coulisses, cette tension maximale entre deux nations qui partagent une histoire, mais qui veulent désespérément le même trophée. C'est la recette parfaite pour une finale qui restera dans les annales, quel que soit le résultat. Mais au-delà de savoir qui soulèvera la coupe demain, cette finale, c'est un test grandeur nature pour le Maroc. Ah oui. Ça nous projette bien plus loin que ce match. Le pays est futur co-organisateur de la Coupe du Monde 2030. Vous avez raison, c'est un test. Et on pourrait même dire que la manière dont la fédération marocaine va répondre ou pas à ce communiqué dans les prochaines heures, ce sera peut-être leur premier vrai test de communication de crise en vue du mondial. C'est précisément ça. Les défis logistiques rencontrés par les Sénégalais et surtout la perception radicalement opposée qu'on en a eue, ça soulève une question fondamentale. Laquelle ? Comment un pays hôte trouve-t-il l'équilibre parfait entre l'utilisation légitime de son avantage à domicile, un public en fusion, une ambiance intimidante et l'obligation absolue de garantir une équité et une sérénité parfaite à son adversaire? La frontière est mince. Elle est incroyablement mince à ce niveau, entre un soutien passionné et une pression déstabilisante. La réponse que le Maroc apportera demain, sur le terrain comme en dehors, sera scrutée par le monde entier. Et elle donnera un premier indice sur ce que sera le Mondial 2030. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, Maroc contre Sénégal, c'est bien plus qu'un simple match de foot. Non, c'est un vrai rendez-vous avec l'histoire. Un rendez-vous chargé d'une tension et d'un drame qui se joue bien au-delà du terrain. On a donc d'un côté les Lions de l'Atlas du Maroc, de l'autre, les Lions de la Teranga du Sénégal. Deux géants du foot africain face à face pour le trophée ultime, la couronne continentale. Sauf que, au milieu de cette affiche de rêve, il y a une controverse en coulisses qui est venue tout chambouler. Pour bien mesurer l'ampleur du moment, il faut savoir une chose. C'est la toute première fois que ces deux nations s'affrontent en finale de la CAN. C'est donc un moment absolument historique. Ce qui est vraiment frappant ici, c'est le contraste total des parcours. Pour le Maroc, c'est la quête d'un titre qui lui échappe depuis près de 50 ans. Leur seule victoire, c'était en 1976. Et c'est leur première finale depuis 2004. En face, le Sénégal, c'est l'incarnation de la régularité au plus haut niveau. Finaliste en 2019, vainqueur en 2022, et les revoilà en 2025 pour leur 3e finale en 4 éditions. Une dynamique juste impressionnante. Si on regarde les stats, le duel s'annonce très serré. Le Maroc est la première nation africaine au classement FIFA, juste devant le Sénégal. Mais attention, l'histoire, elle penche clairement du côté marocain, avec 18 victoires contre 6 dans leur confrontation directe. Et au-delà des chiffres, c'est aussi un vrai duel tactique qui se prépare entre les deux sélectionneurs, Walid Regragui et Pape Thiaw. Bon, au-delà de l'histoire et des statistiques, comment est-ce que cette bataille va se jouer sur le terrain ? On va analyser un peu les forces en présence. Sur le terrain, on s'attend à une opposition de style presque parfaite. D'un côté, on a la forteresse marocaine, cette défense de fer qui n'a encaissé qu'un seul petit but de tout le tournoi. Et de l'autre, la puissance de feu sénégalaise, une attaque qui a marqué 12 fois.
La question est donc assez simple, est-ce que la meilleure défense l'emportera sur la meilleure attaque? Et pour ceux qui aiment les pronostics, le supercalculateur d'Opta, qui analyse des milliers de données, a rendu son verdict. Et c'est extrêmement serré. Il donne un très très léger avantage au Maroc, avec 55,4% de chances de victoire. Alors pourquoi cet avantage minime? Eh bien ça s'explique probablement par un facteur crucial, le fait de jouer à domicile. Mais voilà, la véritable histoire de cette finale, elle s'écrit peut-être en dehors du terrain, parce qu'en coulisses, l'atmosphère est devenue lourde, très lourde, laissant place à une tension électrique. La raison est simple, et elle a pris tout le monde de court. À la veille du match, la Fédération sénégalaise de football a déposé une plainte officielle. Une plainte qui pointe du doigt plusieurs graves dysfonctionnements dans l'organisation. La plainte de la Fédération sénégalaise, elle se base sur 4 points majeurs. D'abord, de graves failles de sécurité à l'arrivée de l'équipe à la gare de Rabat. Ensuite, des conditions d'entraînement jugées inéquitables. Troisièmement, des problèmes de logistique autour de leur hôtel. Et enfin, des difficultés pour leurs supporters pour accéder aux billets. Alors, pour être bien factuel, il faut présenter les deux versions des faits sur cet incident de la gare. D'un côté, la Fédération sénégalaise parle d'une grave faille de sécurité qui a exposé les joueurs et le staff à des risques. De l'autre, des contre-reportages, notamment de RFI, décrivent une équipe escortée, un cordon de sécurité sous pression, mais une situation globalement maîtrisée. On a donc deux perceptions diamétralement opposées du même événement. Dans ce climat pour le moins électrique, les dernières conférences de presse avant le match ont vraiment révélé deux états d'esprit très, très différents chez les sélectionneurs. On voit bien où sont les priorités de chacun. Les mots de Pape Thiaw sont forts, ils sont sans équivoque. Son discours est entièrement centré sur les manquements de l'organisation et la sécurité de son équipe. Pour lui, ses joueurs ont été mis en danger, ce qui a clairement perturbé leur préparation et leur concentration. Et le contraste est saisissant avec le sélectionneur marocain, Walid Regragui, qui lui reste complètement focalisé sur le sportif. Il reconnaît que c'est équilibré, mais il insiste sur le pouvoir du public, ce fameux 51%, qui pourrait faire pencher la balance. Pour lui, l'objectif est clair, gérer la pression et rentrer dans l'histoire. On termine donc avec cette question en suspens. Face à une telle controverse, est-ce que la victoire va se jouer sur des schémas tactiques bien rodés ou plutôt sur la capacité d'une équipe à rester concentrée et à surmonter cette immense pression psychologique? Le terrain nous donnera la réponse.